Je dis la bienvenue à tous nos panélistes et notre leadership et à tous ceux qui sont en ligne. J'aimerais dire merci à la société Our Children Our Way pour être les animateurs de ce webinaire. Mon nom est Esque Kapua Apimasqua et aka Carol Pelcher. Je suis la directeur du développement social pour la SFIN. Je suis ici avec vous, frères et sœurs du traité 6 qui s'appelle Saskatoon. Nous avons beaucoup d'informations à partager avec vous aujourd'hui, mais premièrement, j'aimerais prendre un moment pour ouvrir avec une prière. Je vous demande de prier avec moi à votre manière. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit aujourd'hui pour passer à travers la journée, s'il vous plaît, demandez-le au Créateur. Donc, je prie au Créateur pour avoir la paix pour les jeunes, les petits, les fragiles, ceux qui sont sans défense, ceux qui ont des problèmes de santé mentale, ceux qui ont des addictions et ceux qui souffrent de la perte d'être cher. Aujourd'hui, nous devons remercier nos ancêtres d'avoir été forts, d'avoir été intelligents et hautement motivés pour se battre pour notre héritage et nos droits de traité. Nous pensons aux 7 générations devant nous, car nous savons cette force aujourd'hui et nous demandons d'avoir cette même force pour continuer de se battre sur notre propre île. Nous remercions le Créateur de nous donner cette capacité d'être ici, maintenant, d'apprendre, de marcher ensemble et de se relever les uns les autres lorsqu'on en a besoin. Nous nous soutenons à travers l'île de la Tortue pour pouvoir faire le travail qui est nécessaire pour nos enfants. Miigwech, Tainigi, Machichild, Hai Hai. Aujourd'hui, nos panélistes sont la chef Erika Bowden de la Première Nation Causa. Elle est également la Commission nationale pour les enfants pour la région de la Saskatchewan. Elle est une leader solide depuis longtemps pour nos femmes, nos enfants, les familles et les personnes en itinérance. Notre Oup- Chief Bowden vous donnera un aperçu des réalités régionales et comment elles sont adressé dans le plan du Canada versus le plan de la justice bienveillante. Nous avons également le Dr. Cindy Plata, qui est la directrice exécutive de la Caring Society. Malheureusement, elle n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Elle est au Tribunal des droits de la personne à Ottawa. Ils ont une séance en cours aujourd'hui. Mais elle nous a préparé une présentation. Nous allons partager cette vidéo suite à la présentation du chef Bowden. La docteure Blackstock nous donnera un aperçu plus en détail des 2 plans, comment ils solutionnent les besoins ou rencontrent les besoins pour nos enfants à travers l'île de la Tortue. Nous avons également Richard Gray avec nous et Tracy Ladden, qui sont tous deux des membres de l'équipe de la Commission nationale des chefs pour les enfants. Richard pourra répondre durant la période de questions d'aujourd'hui. Avant de passer la parole à nos panélistes, il y a quelques instructions que j'aimerais partager avec vous. Cette séance est enregistrée et elle sera disponible sur le site web Our Children Our Way. Nous avons des interprètes francophones disponibles sur un autre canal pour nos participants francophones. Nous essaierons de garder du temps pour les questions à la fin, alors tapez-les dans le chat et je vais les lire à nos panélistes. Finalement, nous aurons 2 autres webinaires au cours des prochaines semaines pour plonger dans les détails des 2 plans, le plan de justice bienveillance et le plan du Canada. Dans les 2 prochaines semaines, nous aurons un plan de bienveillance. un- Nous aurons un webinaire sur les fondements des 2 plans. Maintenant, nous parlerons des différences entre les 2 plans, le plan de justice bienveillante, pardon, et le plan national du Canada. Je dis la bienvenue au chef Bowden. Chef Erika Bowden, nous avons besoin de vous. Si vous désirez allumer votre micro et votre vidéo, s'il vous plaît. Miigwech. Bonjour, bonjour à tous. Je vous souhaite une bienvenue chaleureuse des Premières Nations, du traité 4. Nous avons une journée absolument merveilleuse. Il y a un peu de vent, mais quand on le dit dans notre langue, Nahin Hayak, notre frère, le vent, est venu nous voir aujourd'hui. Nous nous attendons à ce qu'il y ait une tempête un peu plus tard.
Au nom des commissaires, il est un honneur absolu pour moi de vous faire une présentation aujourd'hui. Et je regarde ici un instant, si vous pouviez me donner un moment, s'il vous plaît. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Mes notes sont différentes de ce que vous avez affiché à l'écran, Karen. Je n'ai que le plan de la perspective régionale. OK, parfait, merci. Donc ici, vous avez à l'écran les paramètres et les objectifs de ces négociations régionales. Tout premièrement, j'aimerais remercier Karen pour la prière, mais j'aimerais également dire merci à tous les autres commissaires et en particulier les, les personnes qui travaillent au niveau technique sur notre plan. Notre personnel technique a des centaines d'années de notre peuple technique a des centaines d'années d'expérience à travailler dans les premières lignes avec nos enfants. Et en tant que commissaire, je suis fière de m'asseoir aux côtés de mes frères et de mes sœurs dans cette quête de l'équité et de l'égalité et de s'assurer que nos enfants vivent cette équité. Et nous sentons que tous les enfants autochtones sont nos enfants. Nous avons pu travailler ensemble et nous avons fait face à des conditions parfois très brutales en essayant de planter cette mise en œuvre de la justice bienveillante. Mais j'aimerais vous dire que ce que nous vivons en tant que militants, en tant que défenseurs des droits, n'est rien par rapport à ce que certains de nos enfants ont dû vivre, incluant la perte de leur vie, incluant nos familles, nos mères, nos pères, nos cocums, nos muchus, qui ont dû vivre tout ce qu'ils ont vécu avec ce système. Et ce que nous faisons, notre seule intention est que nos enfants puissent vivre Milpawatumen, qui veut dire dans ma langue que la bonne vie que le Créateur a voulu pour chacun d'entre nous. Et voilà, c'est ça le fondement de notre travail. Le travail que nous avons fait depuis que nous avons reçu le mandat par les autres chefs en assemblée à l'Assemblée des Premières Nations. Le mandat, ce fut de travailler sans ego, de travailler uniquement avec cette idée en tête que si nous étions dans notre propre position la plus vulnérable et que si cela était nos enfants et nos petits-enfants et que nous n'étions pas en mesure de les aider, d'aider nos enfants et nos petits-enfants à passer à travers des situations difficiles, eh bien qu'on puisse se sentir confiant que le système dans lequel nos enfants et nos petits-enfants seront placés sera un système qui est bon, aimant, bienveillant, juste, jusqu'à ce que l'enfant puisse être réuni avec leur famille. Nous sommes très fiers du travail que nous avons accompli. Comme je l'ai dit, nous avons travaillé sous de très difficiles conditions. Nous avons travaillé sous des conditions très difficiles, mais l'amour, chacun des mots que vous voyez, chacune des idées ont été élaborées avec prière, avec cérémonie et ont été élaborées avec seulement les meilleures intentions, sous des circonstances difficiles dans des circonstances difficiles. Mais comme nos aînés nous disent, il est difficile pour nous de naître dans cette vie, mais c'est une très belle vie. Et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour s'assurer que les vies qui viennent, qui sont à venir, et même les vies des mères, des pères, des cocos et de mushums, ceux qui donnent des soins présentement, que nous fassions de notre mieux pour qu'ils puissent être en mesure de prendre soin de nos enfants de la meilleure manière possible. Sur ce, je débuterai ma présentation.
Nous avons déjà eu au moins un webinaire où nous avons discuté de qu'est-ce qui est différent de notre plan par rapport à au premier plan que les chefs avaient voté. Nous savions que ça ne ferait que remettre en place un autre système brisé, un système qui était déjà brisé. Et par la suite, nous avons vu ce que Canada veut faire, ce qui est en fait un autre système brisé. Alors, nous octroyons nos meilleurs efforts pour élaborer un système qui, bien qu'il soit sous l'égide d'un parapluie régional, provincial et territorial, nous voulons réélaborer de ce dont quoi nous avons besoin, car nous sommes arrivés à la réalisation que nous ne sommes pas tous pareils. Nos enfants ne sont pas tous pareils. Nos environnements ne sont pas tous pareils. Même les ministères provinciaux avec lesquels nous travaillons ne sont pas les mêmes. Les gouvernements provinciaux ne sont pas les mêmes. Et avec cette compréhension globale de l'importance d'avoir des techniciens pour chacune des régions, que les commissaires de chacune des régions travaillent de concert, tous ensemble, avec les personnes techniques, les parents, les jeunes, les KTEAC, les aînés, pour être en mesure d'élaborer le meilleur plan possible pour que de cette manière, nous ne soyons pas seulement au niveau du Canada, mais qu'on forme un groupe pour chacune des régions et que ces mesures rencontrent les besoins de nos enfants et de nos familles de la meilleure manière qui soit. Alors, veuillez m'excuser, j'ai un peu la gorge sec ce matin. Le plan du Canada dit que le gouvernement voit des négociations directes avec les détenteurs de droits comme la meilleure façon d'aller de l'avant. À l'automne dernier, le Canada a dit à la TRCI qu'il refusait de poursuivre les discussions avec les nations parce qu'il était inutile de poursuivre les discussions, selon eux. C'est une situation tirée du mémoire du Canada. Il a également été déclaré que 4 mois ne suffisaient pas pour engager le dialogue avec les nations, même si elles étaient disposées à le faire. Et pourtant, le NCCC, le CNCE et la Caring Society ont travaillé ensemble, sans financement, pour s'assurer que toutes les nations aient la possibilité de s'exprimer pendant cette courte période de temps. Le Canada a déclaré qu'il accordait de la priorité aux négociations avec les régions dans son plan, mais il n'est pas disposé à accepter des modifications à celui-ci et ne négociera avec les régions que jusqu'au 30 septembre de cette année. Pour être clair, les régions n'ont pas besoin que la TCDP approuve les accords qu'elle signe avec le Canada. Ce n'est que lorsque ces accords sont soumis au TCDP qu'ils peuvent avoir une incidence sur le minimum légaux que le Canada doit respecter. L'objectif du gouvernement est d'amener les régions à signer des accords avant que la TCDP n'ait eu l'occasion de se prononcer sur les 2 plans qui lui sont actuellement soumis. Le plan de justice bienveillante de Loving Justice exige également que le Canada discute des variations régionales dans un délai de 6 mois, mais seulement après que les protections prévues par les ordonnances du tribunal TCDP sur les normes minimales auront été mises en place. Le tribunal, depuis 10 ans, a augmenté les ressources auxquelles nous avons accès pour soutenir nos enfants. Après tout ce temps, nous pensons et enfin, en fait, nous savons que cette petite attente en vaut la peine. Le Canada a déjà convenu que le processus d'audience du TCDP sur les plans qui ont été présentés devrait être terminé cette année. En attendant que des garde-fous juridiques soient mis en place, les discussions régionales devraient être beaucoup plus fructueuses. Donc, la perspective régionale des plans. Les 2 plans soumis au TCDH sont techniquement des plans nationaux avec des variations régionales. Comme toujours, ce sont les détails qui comptent. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de la capacité des nations dans différentes régions à s'assurer que leurs enfants bénéficient d'un soutien adéquat. Il y a 5 grands domaines à prendre en compte.
lorsque les réalités sur le terrain dans chaque région se heurtent au plan Loving Justice ou Justice bienveillante et le plan du Canada. Ils sont: qu'est-ce qui peut être négocié ou modifié au fil du temps? Quel type de décision les titulaires de droit peuvent-ils prendre? Quand on dit des titulaires de droit, on veut dire nous, en tant que Première Nation, qui sommes ultimement responsables pour nos enfants et nos familles. Quel type de décision est-ce que le Canada peut prendre et comment chaque plan garantira que les nations non déléguées puissent tenir le Canada responsable des activités qu'il finance par l'intermédiaire des provinces? Et finalement, comment les nations de chaque région peuvent-elles tenir le Canada responsable afin de garantir que la discrimination cesse et ne se reproduise plus? Quels aspects de la CFS seraient possibles de discuter pour chacun des plans au niveau régional? Nous savons et le Canada sait que les régions veulent avoir la possibilité de s'assurer que leurs besoins particuliers sont pris en considération. La différence réside dans la nature de ce qui est pris en considération. Le type de discussion auquel le Canada s'est engagé se limite aux fonctions administratives. Qui, parmi les nations et les agences, dirigera la collecte et la communication des données? Et comment et quand ces informations seront transmises au Canada pour être prises en considération dans le cadre du programme après la période de 7 ans? Le Canada a clairement indiqué dans leur plan que les types d'activités financées et le montant du financement disponible pour chaque région ne sont pas, je répète, ne sont pas négociables. Ils ont même souligné le mot non à la page 7. La structure du plan du Canada opposera les nations entre elles et les nations entre leurs agences dans une mesure plus importante qu'aujourd'hui. Le plan Loving Justice de justice bienveillante vise à renforcer les liens entre les nations en établissant des liens solides de soutien mutuel et de partage d'informations entre les nations à tous les niveaux de capacité. Les tables techniques et secrétariats régionaux sont soutenus par un centre technique et secrétariat national qui s'efforcera de renforcer les capacités et de partager les meilleures pratiques entre nations. Le Comité national de gouvernance demandera activement des comptes au Canada pour toute nouvelle loi ou politique proposée par le Canada sur la base de l'analyse des tables régionales. Il s'agit d'un processus beaucoup plus clair que celui qui est en place actuellement. Plutôt que de devoir compter sur les chefs pour adopter des résolutions donnant lieu à des mesures 2 fois par an, les nations peuvent désormais avoir leur mot à dire de manière continue et active dans les recommandations envoyées au Canada en temps opportun. J'en parlerai plus en détail dans un instant, mais vous trouverez également plus d'informations sur ce cadre de gouvernance et de responsabilité dans notre dernier webinaire, qui est disponible sur le site web du CNCE et sur la chaîne YouTube Our Children Our Way, Nos enfants à notre manière. Les types de discussions visant à aborder les différences régionales sont également plus significatifs dans le cadre du plan Loving Justice, la justice bienveillante. Chaque communauté a sa propre histoire et ses propres exigences quant à la manière dont l'égalité réelle doit être mise en place. Chaque accord conclu par le Canada avec les provinces et le Yukon a également des répercussions. Si les nations peuvent également discuter des processus administratifs qui seront couverts par les négociations du Canada, le plan Loving Justice insiste pour que cette discussion en vale la peine pour les nations. Donc, quel genre de décision est-ce que les titulaires de droit peuvent faire pour refléter les réalités régionales? Le Canada a indiqué qu'il préférait négocier des accords régionaux le long des frontières provinciales et territoriales, mais qu'il était disposé à envisager d'autres frontières régionales s'il s'avérait impossible de négocier à l'intérieur des frontières coloniales. Le plan de justice bienveillante, par contre, lui, il prévoit des variations au niveau local, notamment au niveau communautaire, afin de garantir que les enfants bénéficient d'un soutien qui favorise une égalité réelle.
La gouvernance. Dans le cadre du Plan du Canada, chaque accord régional comprendrait un système de gouvernance régionale chargé de superviser la mise en œuvre du programme de FNCF des services à l'enfance et à la famille dans cette région. Cela inclurait un comité de gouvernance régionale et un secrétariat dans chaque région. Il est important de noter que les organes régionaux gouvernance n'auraient aucun pouvoir décisionnel réel. Ils veulent pouvoir faire des planifications et des cadres de gouvernance pour pouvoir offrir des besoins distinctifs à leurs enfants. Donc, dans le plan de Loving Justice, chaque région disposerait d'une table technique dédiée et d'un secrétariat régional. Ceux-ci surveilleraient la mise en œuvre du programme rémorté de CFS et s'efforcerait activement d'accroître les capacités au sein des communautés selon les besoins. Les structures régionales de gouvernance informeraient aussi des évaluations de programmes à l'enfance et à la famille et aussi ils pourraient recommander des ajustements dans l'avenir. Au niveau du financement, dans le cadre des négociations des accords régionaux du Canada, les titulaires de droits seraient invités à prendre des décisions concernant la répartition des fonds destinés à la prévention, à l'aide aux personnes ayant l'atteinte de l'âge de maturité dans les agences de la région. Les nations seraient également invitées à décider la répartition du financement entre la technologie de l'information, le financement d'urgence et le financement axé sur les résultats. Le financement axé sur les résultats est destiné à l'analyse des données. Les trois volets proviendraient d'un montant représenté de 13 du financement de base d'un organisme et ils appartiendraient aux nations de décider quelle part de ces 13 serait affectée à chaque volet. Les variations régionales prévues dans le cadre du plan de bienveillance, de justice bienveillante, visent à répondre à des besoins et des circonstances distinctes, mais de façon différente. Plusieurs de ces variations seront élaborées dans le temps parce que le plan de justice bienveillante insiste que les activités soient financées au coût réel jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de données claires et mesurables pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Pas seulement d'une bonne manière, mais de la meilleure manière possible. Pour les données, Loving Justice, la justice bienveillante, insiste également que toutes les données collectées soient traitées conformément au principe de PCAP, de propriété, contrôle, accès à la possession. Les conditions générales du cadre national canadien exigeraient certains rapports de la part des nations et des agences, mais la région pourrait choisir d'ajouter ces exigences en matière de rapport si elle le souhaite. Donc, quel type de discrétion est-ce que le Canada conserve? Dans le plan de justice bienveillante, il y a très peu de domaines dans lesquels le Canada conserve un pouvoir discrétionnaire exclusif pour la prise de décision. Des garde-fous sont prévus à chaque étape, car même après 10 ans sous la direction active du TCDP, ils n'ont pas démontré leur capacité à éviter la discrimination. Ces garde-fous comprennent 5 années supplémentaires de supervision par le tribunal, parce que le Canada n'a pas été en mesure de rencontrer ces ententes et ils sont préoccupés de comment le financement pourrait être alloué ou administré dans la région. Ce serait basé sur le processus de résolution des conflits créé par l'entente finale de l'Ontario et le Canada dit qu'il nominerait un président pour sélectionner les arbitres jusqu'à ce qu'ils puissent élaborer et adopter une loi décrivant le processus permanent de règlement des différends. Le Canada n'est pas tenu d'accepter les recommandations régionales pour les réformes futures et dans l'intervalle, le processus d'approbation des infrastructures d'immobilisation reviendra à un processus fondé sur des propositions, conformément aux approbations standards de la SAC pour les infrastructures dans les réserves. Il n'existe aucun mécanisme permettant aux régions de plaider en faveur de différents flux de financement pour répondre à leurs besoins distincts ou de garantir que les montants de financement proposés par l'IFSD sont appropriés pour les nations
qui n'ont pas encore eu l'occasion d'identifier pleinement les besoins de leur communauté. Les ententes du Canada avec les provinces et le Yukon. Le Canada, dans son plan, mentionne qu'il a la volonté de faire de tout son possible pour modifier ses accords de financement avec les provinces et le Yukon. Donc, tout son possible est un terme utilisé en rapport avec tous les aspects des accords provinciaux, y compris la participation effective des titulaires de droit à la création de mécanismes de gouvernance et de responsabilité dans le cadre de ces accords, la collecte de données et la communication d'informations par les gouvernements provinciaux ou territoriaux et la publication des montants de financement. Les mots ont un pouvoir et les mots utilisés par le Canada dans sa proposition ne l'engagent pas à agir. Dans un document juridique, le mot pourrait signifie généralement il est possible que ça se produise. Le terme va est utilisé lorsque le résultat est certain et que la partie qui rédige le texte s'engage à agir. Si le Canada ne parvient pas à conclure un accord avec le gouvernement provincial ou celui du Yukon, son plan prévoit qu'il discutera des solutions possibles avec l'organe de gouvernance. On ne sait pas clairement où cette discussion pourrait mener, car les nations n'ont pas le pouvoir d'ordonner aux provinces de renégocier, sinon elles l'auraient fait il y a des années. Dans le cadre de la justice bienveillante, il est prévu que des exigences contraignent le Canada afin de garantir que les accords conclus avec les provinces soient respectés. Donc, les provinces demandent qu'il soit exigé que toutes les activités qu'ils financent soient alignées avec les principes énoncés par les Premières Nations. Pour s'assurer que les accords financent les bonnes choses, il y a les mêmes systèmes de mesures doivent être mis en place pour les activités provinciales ainsi que pour les nations et les agences. Les données collectées doivent être protégées et partagées avec les nations dont les familles sont touchées. Donc, de tenir le Canada responsable. La différence la plus importante et la plus significative entre les deux plans réside dans le conflit entre les voix des nations et le rôle de la TCDP. Dans le cadre du plan du Canada, les régions peuvent formuler des recommandations pour résoudre les problèmes soulevés à la suite des évaluations du programme. À la fin du terme de 7 ans et aussi au milieu de l'entente. Aucune de ces recommandations ne doivent être acceptées par le Canada. Il n'est pas tenu de les accepter. Il doit simplement expliquer pourquoi il a choisi de ne pas les mettre en œuvre. La TCDP n'aura plus compétence sur le programme des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations parce que le Canada a demandé à ce que le tribunal approuve leur plan pour remplacer toutes les ordonnances qui contraignent le Canada à agir depuis 2016. Ce qui est vraiment préoccupant, c'est que cela semble inclure la décision 2016 TD P2, qui était la confirmation initiale par le tribunal que le Canada exerçait une discrimination à l'égard de nos enfants. En revanche, le plan de justice bienveillante crée un changement fondamental dans la capacité du Canada à recréer la discrimination. Il soutient le renforcement des capacités au niveau communautaire, institutionnel et technique et surveille en permanence le cadre politique du Canada avant que de nouveaux éléments du programme puissent être mis en place. Il veille aussi à ce que tous les problèmes soient résolus avant qu'ils ne causent des difficultés au niveau de l'enfant. Et il maintient le tribunal comme garde-fou contre les manquements du Canada jusqu'à ce que celui-ci soit en mesure de démontrer au tribunal et aux nations que la discrimination a effectivement pris fin. La durée minimale pendant laquelle le tribunal conservera sa compétence est de 5 ans. La durée maximale dépend du Canada et de l'honneur de la couronne.
Et plus important, avec notre relation aussi, dépendra de notre relation. Merci. Merci pour vos mots, chef Bowden. Nous répondrons aux questions à la toute fin. Si vous avez des questions, soyez bien à l'aise de les écrire dans le chat. Nous allons passer au docteur Blackstock. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le docteur Blackstock n'est pas disponible aujourd'hui, mais elle nous a enregistré une présentation. Miigwech. Bonjour à tous, je m'appelle Cindy Blackstock et je suis Kitsam et c'est un véritable honneur pour moi de me joindre à vous aujourd'hui pour la série de webinaires de la Commission nationale des chefs des enfants. Dans cette série, nous comparons le plan du Canada visant à mettre définitivement fin à sa propre discrimination dans les services à l'enfance et à la famille des Premières Nations au plan dirigé par les Premières Nations qui est appelé la justice bienveillante, Loving Justice. Dans cette série, nous allons nous concentrer sur des sujets spécifiques et aujourd'hui, le sujet sont les approches régionales. Mais pour bien comprendre la justice bienveillante et l'approche du Canada, nous vous recommandons fortement de lire les deux plans qui sont disponibles sur le site Web de la Commission nationale des chefs d'enfants ou sur fnwitness.ca et de consulter le reste de la série de webinaires. Alors, c'est parti. Je vais commencer par une divulgation de non-responsabilité. Je suis directeur général de la First Nations Child and Family Caring Society et nous sommes co-complainants avec l'Assemblée des Premières Nations dans l'affaire historique des droits humains concernant les services à l'enfance et à la famille des Premières Nations et le principe de Jordan. Alors que nous parlons de ce dont il s'agit dans cette affaire, l'objectif permanent est de mettre fin à la discrimination qui a été reconnue par le tribunal des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations. Nous parlerons aussi du principe de Jordan et de l'élaboration d'un plan dirigé par les Premières Nations pour mettre fin définitivement à cette discrimination, mais cela sera abordé plus tard. L'autre chose que je dirais, c'est que nous présentons ici des résumés d'analyse. Pour en tirer pleinement profit, veuillez lire les documents originaux et bien sûr, demandez à vos experts d'effectuer leur diligence raisonnable pour réviser et formuler leur propre analyse. Encore une fois, nous parlons de l'affaire du Tribunal canadien des droits de la personne et de la fin définitive de la discrimination au Canada. Je le souligne parce que c'est vraiment la compétence du tribunal, mettre fin à la discrimination au Canada. Il existe d'autres formes de discrimination qui peuvent survenir en protection de l'enfance, par exemple en raison de lois provinciales ou d'autres facteurs. Le tribunal ne peut pas ordonner aux provinces de faire quoi que ce soit. Nous nous concentrons donc spécifiquement sur le fait que le Canada mettra fin à la discrimination et comment on peut le faire. Et dans le premier point d'importance, les services à l'enfance et à la famille des Premières Nations. Le principe de Jordan sera abordé plus tard. Alors, quels sont les plans du Canada et de justice bienveillante? Ils proviennent tous d'eux d'une ordonnance rendue par le tribunal au mois d'août 2025. Cette ordonnance s'appelle la 2025 CHRT 80, pour ceux d'entre vous qui veulent la vérifier. Dans cet ordre, le tribunal, dans cette ordonnance, a établi des normes minimales à respecter dans ses plans et a ordonné à la Caring Society et à l'APN de collaborer avec la Commission nationale des chefs pour les enfants pour déposer un plan dirigé par les Premières Nations. Il a encouragé le Canada à se joindre à nous dans cette démarche, mais le Canada a refusé et a plutôt créé son propre plan distinct. Et c'est pour ça que nous avons maintenant deux plans différents. Je dirais que le plan du Canada a été créé par le Canada. Nous ne sommes pas au courant d'aucune contribution des Premières Nations à ce plan. En comparaison, la justice dans le plan de justice bienveillante est un plan dirigé par les Premières Nations, supervisé par la Commission nationale des chefs des enfants, formé par des résolutions des Premières Nations en Assemblée. Nous avons reçu plus de 100 soumissions de la part des Premières Nations, de leurs organisations régionales et de leurs experts. L'ensemble du plan est axé sur les Premières Nations et s'aligne sur les résolutions des chefs en Assemblée. L'un des points sur lesquels je vais commencer, même en discutant d'accords régionaux, c'est quel plan respecte vraiment les droits des personnes des Premières Nations.
Quand on regarde le plan de justice bienveillante, parce qu'il a été développé, conçu par les Premières Nations, c'est vraiment l'approche plus forte en matière de respect des droits des Premières Nations. Il établit des normes minimales nationales, mais ce sont des garanties pour les droits des enfants des Premières Nations. Ce n'est pas une solution imposée qui est comme bureaucratique ou administrative. Il y a aussi des variations régionales qui sont permises en plus. La gouvernance, la concept, le suivi est fait par les détenteurs de droits des Premières Nations. Il y a la souveraineté des données, des rapports publics et la transparence, le contrôle des Premières Nations et des mesures de mise en œuvre et d'application solides. Vous pouvez regarder notre vidéo pour en apprendre plus là-dessus. Dans le plan du Canada, comme je l'ai dit, on ne sait pas si les Premières Nations sont impliquées dans ce plan. Le plan national a été créé par le Canada et reconnaît les droits des Premières Nations et des enfants, mais il y a vraiment des mesures d'application très faibles. Donc, ça dépend vraiment de la bonne volonté du Canada. Il y a aussi des entités de gouvernance régionale, mais j'irai dans les détails plus tard, mais leur rôle principal est de donner des conseils au Canada et le Canada détient ultimement le pouvoir décisionnel. Il y a des consultations et des négociations auxquelles on fait référence à travers le plan, mais encore une fois, le Canada détient le contrôle de façon significative. Et si on regarde le passé, lorsque le Canada fait des approches région par région en termes de services à l'enfance et à la famille, il peut y arriver que ça résulte en beaucoup de fragmentation et de résultats inégaux pour les enfants à travers le pays. Et il y a un autre point, c'est que si vous n'êtes pas d'accord avec l'approche du Canada ou si le Canada n'a pas d'entente, vous n'êtes pas en entente avec les termes du Canada d'ici septembre 2025, 2027, eh bien, le Canada imposera ses solutions de façon unilatérale et nous sommes clairement pas d'accord avec cette approche. Alors, lorsque vous regardez quel plan donne le plus de contrôle aux Premières Nations, le plan de justice bienveillante donne beaucoup plus de contrôle aux Premières Nations versus le plan du Canada. Il est important de reconnaître que dû à la structure des lois et que le Canada détient l'argent, ils doivent garder un certain niveau de contrôle, mais ça doit être limité et la discussion doit être guidée et sous-tendue par des principes pour s'assurer qu'il n'y ait aucune dérogation au droit de l'enfant à être libre de toute discrimination. Nous avons aussi le plan national que le Canada a déposé. Donc, j'ai un petit modèle ici. Je crois que c'est une perspective généreuse, mais au moins, en pratique, dans les ententes régionales, c'est vraiment le Canada, au bout du compte, qui prend les décisions. Alors, c'est pour ça qu'on voit ici un haut degré de contrôle pour le Canada dans leur plan. Et si on regarde le plan de l'Ontario, c'est très similaire au plan national. Le Canada encore a beaucoup de discrétion sur des aspects clés de l'entente. Il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas ouverts à la négociation dans le plan du Canada. Alors, lorsqu'on parle de variations régionales, nous parlons d'accords régionaux qui s'appuient sur les normes minimales nationales contraignantes en matière de droits de la personne qui ont été élaborées par les Premières Nations et qui s'alignent avec les ordonnances du tribunal. On veut qu'ils s'alignent avec ces normes nationales pour pas qu'ils négocient leur disparition. Et c'est comme ça qu'on a milité pour cela, qu'il y ait une norme minimale nationale et par-dessus cela, il y a d'autres normes qui rencontrent les besoins distincts des régions. Les variations régionales existent pour renforcer et non limiter. Ils ne devraient pas pouvoir négocier ces variations et mettre de la pression sur des petites régions pour en accepter moins. Les négociations sont dirigées et gouvernées par les Premières Nations. Elles sont fondées sur les droits. Elles doivent être conformes à l'honneur de la couronne. D'autres appellent ça le devoir de mise en œuvre diligente qui provient de décisions de la Cour suprême. Vous pouvez faire une recherche là-dessus. Et l'objectif principal est de remédier à la discrimination persistante. Et si seulement ça se produit à nouveau, on veut
prévenir la récurrence. Mais si ça se reproduit, il doit y avoir un renforcement de cette loi de façon significative. Donc, qu'est-ce que nous avons retiré de la table de négociation? Des fois, c'est bon d'avoir des choses qui ne sont pas sur la table et qui ne peuvent pas être négociées. L'une d'entre elles, ce sont les normes minimales que le Canada n'a pas le droit de discriminer dans l'avenir. Alors ça, c'est pas sur la table de négociation, c'est non négociable. Un financement minimum, nous voulons que les régions puissent avoir plus de financement, pas que les niveaux de financement baissent. Au niveau de la responsabilité, la compétence continue du Tribunal canadien des droits de la personne, des mécanismes à plusieurs niveaux des Premières Nations pour tenir le Canada responsable. Tout ça est exigé. Et ça va dans la surveillance de la gouvernance qui est alignée avec la résolution des chefs en Assemblée des Premières Nations. Donc, qu'est-ce qui peut être négocié durant ces variations régionales? Donc, les variations régionales de la justice bienveillante. On peut négocier les variabilités au niveau géographique de la culture, des capacités et des modèles de service. Alors ça peut être négocié et les négociations doivent être faites par le Canada de manière à honorer la couronne et la mise en œuvre et la due diligence, la diligence responsable. Donc, le renforcement du financement peut être négocié sous le plan de la justice bienveillante. Alors, les variations peuvent augmenter ou adapter le financement au-delà des normes nationales. Et bien sûr, notre plan de justice bienveillante permet que la gouvernance régionale des Premières Nations, secrétariat technique et la supervision. Donc, pour le Canada, qu'est-ce qui est non négociable selon eux? Donc, ils ont un plan national de base où ils déterminent les niveaux de financement de base, les modalités, les formules, les approches de financement. Tout ça, c'est non négociable pour eux. Ce qui est non négociable, c'est les ordonnances du tribunal. Ils veulent qu'elles soient satisfaites, remplacées et annulées. Donc, ça veut dire techniquement que ça disparaîtrait et que le tribunal n'aurait plus de droit à parler de la conduite du Canada. Donc, sur le terrain, ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus d'ordonnance du Canada qui pourrait forcer le Canada à mettre fin à sa discrimination. Le Canada conserve un pouvoir de décision et une discrétion importants. Les Premières Nations sont reléguées à des rôles de conseillers. Et voici ce qui est important, c'est que le Canada dit que si vous n'avez pas une entente avec nous selon nos termes d'ici septembre 2025, ben, vous allez avoir l'approche que nous, on a décidée. Alors, pour la justice régionale, au niveau, justice bienveillante, au niveau des variations régionales, donc, il faut commencer à identifier les besoins et les solutions propres à chaque région. Il y en a plusieurs qui ont déjà fait ce travail. Quelles sont les solutions que le tribunal pourrait ordonner pour mettre fin à la discrimination dans les services à l'enfance et à la famille des Premières Nations? Donc, tout ce travail peut débuter maintenant. Si le tribunal approuve le plan de justice bienveillante, ce que nous espérons, c'est qu'il y aurait d'autres échéanciers qui obligeraient le Canada de venir voir votre région dans les 0 à 6 mois suivants pour commencer les négociations de bonne foi des variations régionales selon les normes nationales minimales. Et si le Canada ne fait pas ça, les Premières Nations peuvent soumettre leur propre plan. Alors, ce n'est pas le Canada qui détient tous les pouvoirs ici. Et certaines régions ont déjà des leaderships bien établis, des tables d'experts. Ils travaillent bien ensemble et ça fonctionne bien pour la région. Donc, dans ce plan, il n'y a aucune intention de perturber cela. Mais il y a de la flexibilité si les gens désirent développer quelque chose de différent ou d'adapter ce qu'ils ont déjà. Alors, ce qui est sur la table des négociations pour le Canada, la répartition des fonds dans les régions. Donc, ils ont une enveloppe d'argent. Ils vont vouloir parler de qui va avoir l'argent. On peut parler de comment mettre en œuvre leur plan, comment faire les rapports. Donc, c'est principalement administratif. Les organes de gouvernance régionaux sont, sont fournis dans le plan, ce qui est une bonne chose, mais principalement, c'est pour donner des conseils à SAC au Canada et de faire des recommandations et d'éclairer les programmes et les évaluations.
Donc, lisez ce qui est écrit en petit. Si vous le lisez comme nous le lisons, c'est que le Canada garde quand même plusieurs pouvoirs décisionnaires sur les facteurs clés. Et ça, c'est inquiétant. Ils ne sont même pas obligés de prendre les recommandations faites par les entités régionales des Premières Nations. Donc, quel est ce plan par défaut dont le Canada veut parler? C'est que dans les régions, si vous n'arrivez pas à un accord régional avec le Canada, il va imposer son plan national par défaut. Et cela incitera probablement à la conclusion d'accords régionaux et exercera une pression sur les négociations. Nous, ça nous inquiète évidemment. Ça ne s'aligne pas réellement avec le consentement libre et éclairé. Vous désiriez peut-être regarder cette question de plus près. Donc, l'autre chose que le Canada dit dans son plan, c'est qu'il veut vraiment un accord par région, si possible. Et vous voyez ici, c'est une section de leur plan, c'est sur la page 5 et 6 du plan national. Vous pouvez trouver ce qui est écrit là à l'écran en bleu. C'est s'il n'y a pas d'entente ou d'accord conclu, le Canada entend mettre en œuvre les éléments du cadre national tels que décrits. Donc, ici, la soumission le 22 décembre 2025, ils ont déposé ce plan. Ils disent que les régions peuvent demander des ententes de financement pour faire des négociations avec le Canada et les négociations ont débuté le mois dernier. Et toutes ces ententes sont supposées être conclues d'ici le 30 septembre et le Canada fera un suivi avec le tribunal le 5 octobre et tous les accords entreraient en vigueur le 1er avril 2027. Alors, je veux revenir à toute cette idée ici de prenez cette entente selon nos termes, sinon vous allez avoir le plan qu'on a déjà préparé pour vous. Donc, j'aimerais rappeler à tous qu'est-ce que la Déclaration des droits des peuples autochtones des Nations unies dit à propos de cela. Je crois que c'est à l'article 19 sur le consentement libre et éclairé. Donc, le consentement libre, ça veut dire que c'est sans coercion. Vous prenez la décision car vous ressentez que c'est la meilleure décision, donc sans contrainte. Donc, pour que ce soit au préalable, il faut que vous ayez de l'information avant de prendre votre décision. Donc, pour la justice bienveillante, les Premières Nations ont donné ont dit leurs opinions avant que nous élaborions le plan. Ils se sont impliqués dans le plan. Finalement, informer, éclairer veut dire d'avoir des informations complètes sur les impacts. Et consentement. Le consentement est nécessaire pour le plan de la DNU-TPA. Donc, je vous laisse regarder le plan du Canada et le comparer avec les normes des Nations unies. Donc, si on regarde les approches régionales, sous le plan du Canada, la régionalisation est présente. Donc, ils dépendent principalement sur les accords avec les régions. Et ceci s'éloigne de ce que le tribunal a souligné au cours des années, qu'une entente nationale avec des adaptations régionales. Le Canada conserve le dernier mot sur les formules de financement, les échéanciers et les normes minimales. Et la gouvernance régionale des Premières Nations existe, mais c'est seulement consultatif et soumis à l'approbation fédérale. Donc, pour le plan de justice bienveillante, encore une fois, nous avons des normes nationales minimales contraignantes. Ça, c'est un mot-clé contraignant parce que ça peut être appliqué et renforcé si le Canada essaye de l'éviter. Et c'est conçu par les Premières Nations pour faire respecter les droits des enfants et des Premières Nations. Les Premières Nations régionales ont le droit d'élaborer, de proposer et de mettre en œuvre leurs propres variations régionales. Et la gouvernance régionale est dirigée par les Premières Nations avec la participation des chefs, des aînés, des jeunes et des experts techniques à la prise de décision. Donc, regardez notre vidéo sur l'application de la justice bienveillante, mais quand on parle d'accords régionaux, on veut s'assurer que l'entente que vous avez sera en fait quelque chose qui sera honoré et mis en œuvre.
Alors, je vous encourage à aller voir les niveaux multiples et les couches multiples de reddition de comptes d'application dans le cadre de notre plan de justice bienveillante et comparez-les avec le plan du Canada, où le tribunal disparaît. Il y a une allocation pour un tribunal de règlement des différends, mais le Canada conserve l'autorité finale et c'est non négociable. Donc, il y a des réelles questions importantes au niveau de l'approche du Canada. Donc, en résumé, le Canada propose un plan régional et la mise en œuvre d'un cadre défini par le Canada et vise à remplacer les ordonnances des tribunaux et à mettre fin à la surveillance du tribunal. Les régions peuvent aider à changer ou à adapter le plan, mais c'est vraiment selon des recommandations et le Canada n'est pas obligé de les écouter. Pour la justice bienveillante, nous avons une approche différente, ce qui veut dire que les normes minimales sont définies par les Premières Nations avec une gouvernance exécutive et une surveillance continue des droits de la personne afin d'empêcher la récidive de la discrimination et pour aussi dissoudre la discrimination continue. Donc voilà, c'était le résumé des ententes régionales. Encore une fois, nous vous recommandons fortement, vous et vos régions, à aller voir ce qui est le mieux pour vous et merci de vous être joint à nous. Miigwech au Dr. Blackstock de nous avoir fourni cette vidéo. Nous prendrons des questions maintenant. Il nous reste un peu de temps, mais j'aimerais vous rappeler que notre prochain webinaire sera sur le financement dans 2 semaines, le 13 mars. Donc, j'ai quelques questions ici que je vais poser. Je vois que Richard est ici, ainsi que la chef Erica Bowden, si vous pouvez revenir en ligne. Donc, je vais commencer avec les questions. Donc, la première question est pour Richard. Qu'est-ce qui arrive après 5 ans si ceci n'est pas résolu? Merci, Karen, pour la prière de ce matin et merci pour la présentation de Chief Erica et de Cindy. Donc, très bonne question. Je dirais à la personne qui a posé les questions, je vous référais au plan justice de la page 49 à 51. Donc, le plan de justice bienveillante encourage que nous continuons de chercher la guidance du tribunal pour résoudre les conflits. Donc, nous les gardons impliqués pour un minimum de 5 ans suite à l'ordonnance. Une fois que le Canada aura démontré sa conformité soutenue avec les réformes et que le risque de la récurrence de la discrimination sont limités, nous espérons aussi que durant cette période, le Canada et les plaignants puissent s'accorder sur une manière de résoudre les conflits. Et si les plaignants et le Canada ne peuvent pas venir à une conclusion favorable, et c'est à ce moment-là qu'ils pourraient aller voir pour régler les différends aux tribunaux. Donc, il y a aussi bon, il y a la conformité du Canada et les plaignants du Canada doivent se rapporter au tribunal pour obtenir des orientations par rapport à la juridiction continuelle du tribunal. Donc, j'espère que ça vous donne un peu de clarté là-dessus. Oui, merci Richard. Donc, je vais prendre une autre question. On a le temps pour 2 questions. J'ai une question de Tracy. Si on n'est pas en mesure d'aller voir le tribunal, le TCDP, est-ce que ceci n'est pas encore à l'encontre de nos droits de la personne une fois encore?
Donc, il y a deux façons de revenir au tribunal des droits de la personne. Le premier, c'est le cheminement facile où le tribunal maintiendrait sa juridiction sur ce cas et les plaignants pourraient demander des ordonnances additionnelles dans ce même cas. Donc, ce serait la façon la plus facile et la plus rapide de retourner au tribunal. Et c'est pour ça que le plan de justice bienveillante veut maintenir cette option pour au moins 5 ans, comme Richard l'a dit. Et quand c'est clair que la discrimination a vraiment cessé, jusqu'à ce que ce soit clair que la discrimination ait vraiment cessé. Il est vrai que tout le monde a toujours le droit de retourner voir le tribunal, mais une fois que ce cas particulier sera établi, eh bien là, il faudra continuer une nouvelle cause. Et ça prend des années, des années. Donc, dans cette cause actuelle, la plainte a été déposée en 2007. La première audience a été en 2013 et la décision est sortie en 2016. Donc, ça prend beaucoup de temps d'ouvrir une nouvelle cause, de démarrer une nouvelle cause. Il n'y a pas de garantie qu'une nouvelle plainte serait même reçue. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de maintenir la juridiction de ce tribunal actuel jusqu'à ce que ce soit clair que la discrimination ait cessé. Chef Bowden, aviez-vous des commentaires sur ces questions? Il nous reste à peu près 1 minute. Premièrement, j'aimerais remercier tous ceux qui ont été ici ce matin. Ceci démontre réellement à quel point nos enfants sont importants pour nous. Et nous, en tant que commissaires, nous ne sommes que leur voix. Et nous avons besoin de votre voix aussi pour nous assister, nous aider, nous soutenir, à s'assurer que nous ayons le meilleur plan, le plus robuste que nous pouvons élaborer pour nos enfants et nos familles, et pour nos familles, les enfants les plus vulnérables. Et par rapport à la question de la TCDP, le Tribunal des droits de la personne, donc c'était vraiment un drapeau rouge pour plusieurs d'entre nous en tant que titulaires des droits. Moi-même, en tant que chef aussi, lorsque nous avons vu ce plan initial qui nous a été présenté. L'élimination du tribunal, à cet égard, était probablement le plus gros indicateur pour nous que si nous n'avions pas le tribunal, parce que le Canada continue de ramener les ordonnances à la Cour au lieu de les rencontrer, les ordonnances. On serait obligé de retourner au tribunal. Donc, si on a déjà ce genre de problème avec les ordonnances actuelles du tribunal, le plus gros drapeau rouge, c'est que c'est dans le meilleur intérêt de qui d'éliminer le tribunal. En particulier, si nous n'avons pas un mécanisme sur lequel nous nous entendons, qui soit égal ou qu'il y ait une plus grande autorité et une autorité plus expéditive de prendre des décisions au nom de nos enfants et de nos familles qui sont encore des titulaires de droit. Alors, nous voulons qu'il y ait une transition. Nous ne voulons pas que notre plan soit OK, on veut mettre quelque chose en œuvre de façon instantanée. Nous, en tant que titulaires de droit, qu'est-ce que nous pensons qui est le meilleur plan et qu'on a les questions tout de suite comme ça, toutes cuites. Non, tout ça, ça va venir à travers les données. On va devoir travailler les 2, 3, 4 premières années, quel que soit le cas, pour que nous puissions faire le mieux pour nos enfants. Alors oui, nous avons besoin de la TCDP et qu'il soit inclus et impliqué jusqu'à ce que nous soyons satisfaits qu'il y ait un mécanisme, qui ait une autorité égale ou plus grande et qu'il y ait une vitesse pour aider nos enfants et nos familles. Donc ça, c'est notre meilleure façon de protéger nos enfants et nos familles. Merci, Karen. Miigwech à nos panélistes et miigwech pour vos questions, encore une fois. Alors, j'aimerais dire merci à tous de vous être joints à nous. Merci à toutes mes relations. Donc, gardez l'œil ouvert. Le 13 mars, nous aurons notre prochain webinaire. Tous les webinaires sont disponibles sur le site web de la de la NCT ainsi que Our Children Our Way. J'aimerais remercier Our Children Our Way, nos enfants à notre façon. Donc, nous allons faire une prière de fermeture.
Nous remercions pour le temps que nous avons eu ensemble. Nous remercions le Créateur de nous avoir entendus aujourd'hui et de nous guider pour l'avenir. Nous prions pour ceux qui se préparent pour les cérémonies de l'été du printemps, que leurs prières soient élevées vers les esprits. Nous prions pour nos enfants et nos êtres chers. Nous prions et nous vous remercions pour l'air frais que nous avons respiré en se levant ce matin. Nous prions pour nos jeunes, nos enfants que nous avons perdus. Hi, hi, Miigwech, Nochekao, Missy, et prenez soin de vous, tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée.